Les 3 premiers épisodes de la saison 2 inaugurent la dernière saison avec une histoire en 4 arcs qui établit où les personnages se trouvent aujourd'hui et où ils vont. Allons, c'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. La série emmènera les rebelles aux événements de Rogue One. L'action se déroule 4 ans avant la bataille de Yavin dans un nouvel espoir. Ni eux, ni les figures impériales ne sont encore pleinement engagés dans leur rôle. Les héros d'Andorre demeurent sous le poids de la peur et de l'oppression, un sentiment qui ne fait qu'empirer. Malgré le titre, Andorre se concentre non seulement sur Cassian, mais aussi sur Mon Mothma, Luten Rael, Dedra Meero, Cyril Karn et les réfugiés de Ferrix. Malgré les enjeux et le danger, seul Brasso, l'ami de confiance de Cassian, ne survit pas aux premiers épisodes. Sa mort est la conséquence d'une trahison, trahie par ceux qui les aident à se cacher. Cette tragédie rappelle que si les rébellions peuvent se fonder sur l'espoir, tant qu'elles restent dans l'ombre, les citoyens impériaux désespérés privilégient leur propre survie. Cela reflète le calvaire de Cassian face à une cellule rebelle bloquée qui le fait prisonnier, le prenant pour un pilote impérial à cause du vol de son prototype du chasseur impérial. Cela rejoint également thématiquement l'inquiétude de Luten Rael face au risque de trahison de Ty Kolma, l'ami d'enfance de Mon Mothma. Le lien entre ces histoires disparates illustre la manière dont Andorre s'approprie des thèmes plus vastes de Star Wars et les détourne pour un public adulte. Au cours de la saison 2, Cassian et la rébellion deviennent publics, mais tout reste encore entouré de secrets dans les premiers épisodes. Après avoir volé un prototype de chasseur impérial, Cassian est piégé par des soldats d'une cellule rebelle, la brigade Mayapai, bloquée sur la planète, sans nourriture ni moyen de transport suite à une embuscade impériale. Ils ont fait prisonnier Cassian après avoir tué le pilote censé apporter le chasseur volé à d'autres rebelles. Le détail le plus notable est que, bien que Cassian ait reconnu l'unité et qu'il soit menacé d'une mort certaine, il refuse de révéler à quelle branche du réseau rebelle il appartient. Si Andorre avait connu 5 saisons comme prévu initialement, cela aurait pu donner une image détaillée des conditions nécessaires à la formation de l'Alliance rebelle. Cependant, l'expérience de Cassian avec la brigade Mayapai est probablement une raison majeure pour laquelle il soutiendrait une rébellion publique. Non seulement ceux qui sont censés être ses alliés ont tué son ami, mais ils ont aussi commencé à s'entretuer. Ces soi-disant soldats étaient impulsifs, irascibles et incapables de stratégie, ni même d'établir un périmètre défensif. Cassian comprit que les inconvénients de garder la rébellion secrète l'emportaient sur son intérêt stratégique. La méfiance et la déloyauté résonnent également dans les autres récits. Sur Minaro, Bix-Kalin, Wilmon et Brasso sont des réfugiés sans papier qui se cachent de l'Empire. Ils sont trahis par Kellen, l'homme en qui ils avaient confiance pour les aider à se soustraire aux inspections impériales. Sur Chandrila, Ty Kolma confie à Mon Mothma qui rencontre des difficultés financières à cause de son rôle dans le financement des efforts rebelles de Luten Rael. Mon Mothma veut l'aider, mais Luten décide de le tuer. L'Empire utilise son image publique pour semer la peur et l'oppression. Il n'y a aucun contrepoids tant que la rébellion reste confinée dans l'obscurité. Alors que la rébellion lutte dans le secret, un coin de l'Empire l'utilise à son avantage. Le méchant de Rogue One, le directeur Orson Krennic, fait ses débuts dans la série lors d'une réunion secrète d'officiers impériaux dont Dedra Meero et Lio Partagaz font partie. Il s'agit d'achever l'étoile de la mort, mais Krennic explique aux impériaux rassemblés que son projet vise à l'indépendance énergétique. De multiples couches de mensonges et de secrets peuvent ronger la rébellion, mais pour les impériaux, ils sont au cœur de leur fonctionnement, tant au sein de leur rang que dans la galaxie. Les officiers ne se soucient que de gloire, de gratification et de s'attirer les faveurs, et non des terribles conséquences de leur projet. Le premier épisode révèle la puissance économique et politique du peuple Gorman. La soie filée par des araignées géantes produit le sergé Gorman, une matière très prisée pour la confection de vêtements. Pourtant, Krennic révèle que la planète recèle des gisements de calcite, un minerai nécessaire à la construction de l'étoile de la mort, et que son extraction entraînerait sa destruction. L'Empire utilise la propagande pour semer la discorde dans la galaxie et déshumaniser le peuple Gorman. Meero suggère également de recruter des rebelles Gorman sur lesquels ils peuvent compter pour commettre des actes répréhensibles. En créant cette violente insurrection, il crée le prétexte pour justifier le massacre imminent des Gorman. Si Star Wars regorge d'allégories, le drame politique d'Andorre est explicite. Les plans de l'Empire pour les Gorman sont pratiquement identiques aux actions de certains dirigeants actuels d'un gouvernement que je ne citerai pas. Les responsables feront des déclarations manifestement fausses à la presse visant à déshumaniser les gens et à justifier la violence. Pendant ce temps, sous prétexte de réduire le gaspillage financier, les institutions et les services vitaux sont pillés, voire supprimés. Sur Minaro, l'inspection impériale cible Bix, Brasso et Wilmon, des immigrants et réfugiés sans papier. Une scène horrifiante de l'épisode 3 montre l'inspecteur impérial profitant du statut de sans-papier de Bix pour tenter de la violer.
Malgré sa réputation d'indifférence aux connexions avec l'univers, l'introduction de Leda Mothma est une référence incontournable à Legends. Le mariage de 3 jours sur Chandrila illustre parfaitement comment la rébellion a ruiné la vie de Mon Mothma. Elle a rejeté les traditions archaïques de sa planète pour financer la rébellion. Elle a dû vendre sa fille à un financier criminel, alors que cette union rehausse la réputation de Davos Skuldun dans la société. L'ami d'enfance de Mon Mothma, Tai Kolma, est tombé. De ses affaires à son mariage, tout a échoué. Et il s'effondre. Dans la saison 1, Mon Mothma a arrangé le mariage de sa fille pour résoudre un problème de financement de l'Alliance rebelle. En tant que membre de l'aristocratie chandrilienne, ce mariage légitime Davos Skuldun comme oligarque et banquier malgré son passé criminel. L'aristocratie de Chandrila est rigide et imprégnée de traditions archaïques que Mon Mothma avait le capital social et politique de rejeter. Pourtant, en se tournant vers un voyou comme Davos Skuldun pour sauver la rébellion, elle lui a transféré ce capital. Toutefois, Tai Kolma est quelqu'un qui lui est profondément cher. Elle voit bien qu'il souffre et, bien sûr, elle se soucie de lui. Pour Luten, qui dépense l'argent fourni par Mon Mothma, Kolma est un fardeau. Aristocrate et sénatrice, Mon est impuissante à sauver son ami, sa fille ou à s'empêcher de se lier à un baron du crime. Au cours de la cérémonie, la série continue d'explorer la culture et les traditions du mariage chandrilien. Mon les trouve oppressives et archaïques, mais Leda les embrasse pleinement. C'est une autre allégorie prémonitoire de la série, soulignant comment, en période d'oppression, certains jeunes refusent le progrès social et culturel. Des parallèles avec le monde réel, comme la tendance régressive des épouses traditionnelles, illustrent la nécessité pour les régimes autoritaires d'inciter la jeune génération à adopter des valeurs archaïques pour maintenir le contrôle. L'adhésion de Leda à la tradition chandrilienne ne suggère pas qu'elle est fasciste, elle est simplement une adolescente. Les enfants embrassent souvent le contraire de ce que leurs parents leur disent lorsqu'ils découvrent leur propre identité. Mon comprend que Leda pourra s'en sortir, mais elle sera prisonnière de ce mariage. Dans la saison 1, le malheureux Cyril Karn se sentait inutile dans l'histoire, mais c'était là l'essentiel. Il n'était pas explicitement mauvais, juste un homme qui se croit tout permis. Il adhère à l'ordre autoritaire par souci moral. Ainsi, lorsque les choses ne tournent pas comme il le souhaite, il adhère encore plus au fascisme impérial, car il blâme tout le monde, sauf lui-même, pour le sort de sa vie. Pour être honnête, sa mère, Heidi Karn, est elle aussi assez terrible, le rabaissant sans cesse. Sa capacité à se laisser contrôler est ce qui le rend attirant aux yeux de Dedra Meru, tant qu'il est attiré par le pouvoir institutionnel absolu qu'elle représente. Depuis la fin de la saison 1, Dedra et Cyril ont emménagé ensemble. Leur premier dîner avec Heidi renforce le lien entre les problèmes de la mère de Cyril et leur relation. Même si Dedra est une personne horrible, sa façon de se débarrasser de sa mère est satisfaisante. La scène trouve le juste équilibre entre tragédie et comédie, notamment lorsque Cyril se lève de table, frustré, et s'effondre sur le lit. Pourtant, le châtiment infligé à Heidi n'est pas une bonne nouvelle pour lui, car il a troqué une manipulatrice contre une autre manipulatrice. Les premiers épisodes de la saison 2 d'Andor établissent que Dedra est responsable du plan impérial pour le peuple Gorman. Bien que cela puisse paraître une rétrogradation, Krennic et Pardagaz affirment à Dedra que le projet Gorman améliorera sa position. Pendant ce temps, Cyril a obtenu une promotion à son poste au bureau, après avoir découvert un stratagème de détournement de fonds. Malgré son autorité et son zèle pour les règles, Cyril Karn n'est pas un méchant absolu, tout comme lorsqu'on lui demande de dissimuler des choses dans les premiers épisodes de la série, il a préféré démissionner plutôt que d'accepter le projet Gorman. Cyril incarne la fidélité passive aux règles qui permet aux véritables tyrans comme Dedra de faire du mal car elle sait qu'il n'y en a pas. La dernière saison marque un changement pour la série. Tout comme la saison 1, Disney+ a diffusé 3 épisodes pour le début de la saison 2. Cependant, contrairement à la saison précédente, les 3 prochaines semaines proposeront 3 nouveaux épisodes au lieu d'un par semaine. Alors d'un côté, c'est une excellente nouvelle pour les fans de Star Wars impatients de découvrir la suite, et c'est assez logique concernant les arcs mis en place. De l'autre, la série perdra le potentiel de succès qu'elle avait acquis en 2022. Les premières critiques de la saison 2 ont salué la série avec des éloges mérités, notamment grâce à la complexité thématique et émotionnelle de l'histoire. Avec 3 épisodes par semaine, le public aura moins de temps pour s'y attarder. Il y a des gens qui bossent quand même. Les arcs narratifs de la première saison, notamment le séjour de Cassian dans la prison impériale et la montée en puissance de la rébellion de Ferrix, ont bénéficié de cette diffusion hebdomadaire. Même si chaque arc d'épisode raconte une histoire liée à une année différente, leur impact risque d'être moindre lorsqu'ils sont regroupés. Le budget de la saison 2 d'Andor était colossal, même si chaque centime semble être visible à l'écran. Le calendrier de sortie semble être une décision discutable, comme si Disney voulait en finir au plus vite. Au lieu de parler de la série pendant 10 semaines, elle sera terminée mi-mai. On a l'impression que cette série importante et pertinente a manqué une occasion de trouver le plus large public possible. Pourtant, comme toute histoire Star Wars, Andor est imminemment re-regardable et le public l'appréciera longtemps après son final. C'était Mourir dans l'ombre de l'Empire. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Eh ben, n'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire, sinon, vivement mercredi pour la suite. Si je te fais des bisous d'une galaxie lointaine, très très lointaine, que la force soit avec toi. Bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe?
Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.